Alors quand j'ai vu le topo, je me suis posé beaucoup de questions en me disant qu'est-ce que je fais? Est-ce que je leur vends du rêve et je fais le Gérard Majax marseillais? Ou est-ce qu'on essaye de faire déjà le point avec les outils qu'on a et le point avec les premières applications d'intelligence artificielle, puisque je passais juste après Tobias. Et je me suis dit, on va essayer de voir comment on peut personnaliser l'anesthésie sur la profondeur d'anesthésie, sur la douleur et sur l'hémodynamique. Vous comprendrez que c'est très monitorage. Mais le monitorage, c'est une valeur assez simple. C'est un paramètre, et on va voir si ce paramètre nous permet d'inventer les choses. Alors tout d'abord, sur la profondeur d'anesthésie. Sur la profondeur d'anesthésie, on a des moniteurs. Pour l'instant, ils sont dépourvus d'intelligence. C'est des algorithmes de pondération statistique. Et ils vont nous donner une forme d'appréciation de la profondeur d'anesthésie, mais on voit, grâce à eux, la grande variabilité intra- et interindividuelle que l'on peut avoir, et surtout interindividuelle aux différents âges de la vie. Et donc c'est pour ça... elle est coincée. Si on peut me la passer manuellement. Voilà, fait planter l'ordinateur, je ne sais pas. Alors donc, on voit en fait qu'on va avoir différents moniteurs. Vous, votre situation actuellement au bloc opératoire, c'est ça. C'est ça, et vous allez avoir une valeur de bis comme ça, et ça ne va pas vous dire grand-chose, à part que c'est un algorithme développé de la tectonique des plaques, où ils ont mis une pondération statistique. Je crois que le dispositif ne marche plus. Ou en tout cas, je ne suis pas... Voilà. En tout cas, cette simplicité a permis d'avoir une réduction très importante des agents anesthésiques. Et dans les différentes méta-analyses, on va avoir une diminution significative des produits. Tiens, regarde, mais ça passe pas. Ah ben, c'est très lent, je sais pas. C'est l'intelligence artificielle qui a beurré là. Et donc, on voit dans les méta-analyses que ces logiciels assez simplexes marchent. Donc, à chaque fois que je vais lever la main, vous passerez la diapositive, s'il vous plaît. Voilà. Et on se retrouve avec de nouveaux paramètres qui nous montrent que, en fait, cette profondeur d'anesthésie qu'on peut titrer va également avoir des conséquences importantes parce que si on est trop profond, trop longtemps, on veut induire du délirium chez nos patients. Et donc ça, c'est un bon moyen de personnaliser notre anesthésie. Et surtout, on s'aperçoit que cette personnalisation de l'anesthésie fait qu'on voit de nouveaux paramètres qui arrivent, et en particulier la durée de silence électrique au cours d'une anesthésie, où plus on a des silences électriques, parce qu'on a été un mauvais anesthésiste, ou parce qu'on a un patient fragile qu'on n'a pas vu, et qu'on a entraîné des silences électriques. Voilà. Et les paramètres actuels de personnalisation ont été intégrés dans les moniteurs, où maintenant vous avez ce paramètre, qui est terrible pour vous, qui va suivre si vous avez été un bon anesthésiste ou pas. C'est-à-dire que vous avez le temps cumulé de silence électrique. Et là, autant vous dire que 10 minutes de silence sur une anesthésie, je n'ai pas été un bon anesthésiste, parce que dès qu'on va dépasser les 8-10 minutes de silence électrique cumulé, c'est qu'on a fait trop de surdosage et qu'on expose notre patient à un risque de délirium. Vous avez vu aussi apparaître, alors c'est sur les congrès, on les voit comme ça, ces couleurs qui ne veulent pas dire grand-chose pour la plupart d'entre vous, mais qui sont très importantes. Et c'est une nouveauté dans la personnalisation, c'est qu'elles vont décomposer le spectre avec une intensité. Quand c'est rouge, c'est qu'il y en a beaucoup. Quand c'est bleu, c'est qu'il n'y en a pas. Et vous avez des ondes qui vont de 0 à 30 Hz, et vous voyez ici, il y a beaucoup d'ondes entre 0 et 5 Hz, c'est ce qu'on appelle les ondes delta, et un peu d'ondes alpha. Et ça se retrouve ici et ici. Alors, à quoi ça sert? Par exemple, ce patient, vous voyez, il était avec une artériographie, et le radiologue me dit, putain, il manque un truc là.
Ah ben ouais, il manque la carotide interne. Il manque la carotide interne parce que j'étais à 9 de tension. Et quand je remonte le patient à 140 de tension, on se retrouve avec une carotide interne qui est revascularisée. Et ici, quand je regarde l'index bispectral, vous voyez sur ces courbes qu'il y a une asymétrie. Et on voit très bien l'asymétrie droite-gauche avec ici un indice d'asymétrie. Ça, c'est de la personnalisation. C'est-à-dire qu'avec ces outils, on peut personnaliser, alors quel type d'anesthésie ils ont, la profondeur d'anesthésie, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails qui ne sont pas très importants. Vous pouvez même voir quand vous injectez de la kétamine, pour savoir quand la kétamine marche et quand elle disparaît et qu'elle n'a plus d'action au niveau cérébral et qu'elle perturbe votre bis. La vraie évolution, c'est qu'on s'est aperçu que ces ondes alpha, ici, ce trait-là, il est sur du cerveau qui dort correctement. Si vous avez un cerveau altéré, soit par le vieillissement, soit par une vasculopathie cérébrale, cette bande alpha sous anesthésie, elle disparaît. Alors ça a quoi comme conséquence ? Ça veut dire que vous voyez, à 30 ans, ce monsieur, il a de très jolies ondes alpha qu'on voit très facilement sur le spectre. Et ici, cette patiente de 81 ans, elle n'a rien. Parce que oui, le cerveau va vieillir. Et quand le cerveau vieillit, vous voyez cette bande alpha qui va disparaître à partir de 70 ans, si vous êtes en pleine forme. Mais si vous fumez et que vous picolez, l'évolution pour vous ne sera pas la même. Et vous voyez en paire opératoire ces deux patients de 55 ans et quelques qui, un a une onde alpha et l'autre n'a pas d'onde alpha. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que j'en fais moi en pratique clinique ? Eh bien grâce à ça, vous allez personnaliser. Quand vous voyez un patient qui a ce tracé en paire opératoire sous anesthésie versus ce patient, celui-là, il va vous embêter. C'est celui-là qui va être plus sensible à l'anesthésie, vous avez détecté un cerveau vulnérable, et ce patient, décidément, lui, était fumeur, hypertendu, coronarien, alors que l'autre, c'était un militaire cycliste. En fait, vous avez détecté un patient qui a une souffrance au niveau de la substance blanche. C'est ce qu'on appelle la leucoariose. Et ça, c'est une nouveauté dans la personnalisation de l'anesthésie, puisque vous pouvez détecter. Et alors maintenant, c'est bien démontré, puisque ce cerveau vulnérable, c'est lui qui va faire des silences électriques, et c'est lui qui a plus de chances de faire du délirium post-opératoire. Hop, là. Et donc, il y a plusieurs papiers dans anesthésiologie qui montrent qu'il y a une parfaite corrélation entre la puissance de ces ondes alpha, ici il y en a, ici il n'y en a pas, et la survenue de silence électrique. Et derrière, maintenant, il y a des modèles mathématiques qui sont en train d'être développés, et c'est pour ça qu'on va mieux personnaliser, et qui vont nous dire, attention, on a détecté un cerveau fragile. Ce patient va avoir besoin de moins d'agents anesthésiques en paire opératoire, parce que si vous le traitez comme un autre, vous allez avoir plus de délirium post-opératoire. Alors la douleur. Là, c'est un vaste champ. On a toute une palanquée de paramètres. En fait, il y en a deux qui sortent du lot, l'ANI et le NOL. L'ANI étant développé au niveau français, c'est un moniteur qui va analyser la variabilité de l'intervalle RR et qui permet d'une façon indirecte de voir l'effet de la douleur sur le système autonome et donc de voir si l'acte est ressenti comme douloureux ou pas avec le système autonome. Diapositive suivante. Bon, on s'aperçoit qu'en pratique, les courbes ROC ne sont pas très bonnes. Et vous voyez ici, on n'est ni sensible ni spécifique. Ce n'est pas quelque chose qui va pouvoir guider de façon très facile une anesthésie. L'évolution, c'est le NOL, où ils ont intégré de l'intelligence artificielle. Alors, si on n'a pas parlé, mais c'est les forest plots. Donc, c'est les random forest. Ici, c'est une forme d'arbitrage par des arbres
pour prendre ou pas un paramètre. Et donc, on a du multiparamètre, la fréquence cardiaque, la plethysmographie, la conductance. Et à partir de là, on va vous dire si le patient a mal ou pas. Alors, grand principe en médecine, l'étude princeps et sa courbe ROC, vous vous en méfiez comme de la peste. Donc là, vous avez la courbe ROC magnifique du NOL qui doit prédire tout. Bon, on s'aperçoit au fur et à mesure des papiers que malheureusement, diapositive suivante, voilà, ben la courbe ROC, elle est moins bien. Et encore, c'était la même équipe. Et le papier d'après, diapositive suivante, c'est le papier qui vient de paraître dans Anesthésiologie et qui montre que malheureusement, entre une anesthésie guidée avec ce paramètre dit intelligent, avec de l'intelligence artificielle versus pas d'intelligence, il n'y a pas de différence. Le clinicien, dans son management standard de l'anesthésie, ne manage pas mieux qu'avec le NOL ou inversement. Donc malheureusement, la piste de la douleur et du monitorage de la douleur est toujours en grande difficulté. Il n'y a pas de différence significative. Alors l'hémodynamique, tu l'as abordé Tobias. L'hémodynamique, il y a différents paramètres pour essayer d'adopter l'hémodynamique. Il y en a un qu'il faut essayer d'arrêter d'utiliser, c'est la NIRS. Très clairement parce que la NIRS ne sert à pas grand-chose. Quand on regarde ces courbes ROC, alors là c'est pire que tout, pour essayer d'évaluer la circulation cérébrale lors d'artériectomie par rapport à un groupe contrôle qui était des patients éveillés sous ALR et qui perdaient contact et qui lâchaient la pompe et qui permettaient de détecter une hypoperfusion cérébrale. La NIRS ne détecte pas, quelles que soient les circonstances, même en chirurgie cardiaque, et Dieu sait que c'est encore beaucoup utilisé, ce paramètre. Donc ça ne permet pas de personnaliser les niveaux dynamiques péropératoires lors d'une anesthésie. Donc ça ne peut pas être recommandé, et d'ailleurs ça ne détecte même pas les morts encéphaliques. Vous voyez ici, le patient, ça c'est une sonde de PTiO2, quand c'est à 0, c'est qu'il n'y a plus du tout d'oxygène dans le cerveau, vous êtes mort, et la NIRS ne voit rien. C'est que quand on arrête et qu'on retire le cathéter, le capteur, qui va voir quelque chose. Alors, en anesthésie, on a la chance de pouvoir avoir énormément de données hémodynamiques, et donc plusieurs constructeurs, et tu en as montré un, diapositive suivante, se sont dit qu'ils allaient essayer d'évaluer le monitorage de l'anesthésie avec de l'intelligence artificielle pour prédire la survenue d'une hypotension. Et donc, ils vont commercialiser un dispositif. Et ce dispositif, vous voyez, ils commercialisent avec un papier princeps dans l'anesthésiologie. Avec, ici, on prédit remarquablement bien. Vous voyez, plus le score HPI augmente, plus le risque d'hypotension va survenir. Et donc, ça vous met en alerte. Ça vous dit, attention, il va y avoir un événement dans les 15 minutes, quelque chose va se passer. Et là encore, diapositive suivante, là encore, vous avez une courbe ROC magnifique, superbe, mais cette courbe ROC, elle va rapidement être infirmée parce que toutes les études vont montrer que malheureusement, ça ne sert à peu près rien. Et le dernier papier vient de paraître en mai et qui montre que par rapport à un clinicien qui dit « Ouh là là, il commence à baisser là, ça commence à baisser », et le clinicien détecte l'hypotension ou prédit la survenue de l'hypotension aussi bien que cette machine. Et donc il n'y a que malheureusement pas encore de grand intérêt à l'utilisation de cette intelligence dite artificielle. Alors, le futur, c'est sur la profondeur d'anesthésie, on sait faire des boucles. On sait faire des boucles qui vont intégrer des âges, un sexe, un poids. Et probablement que les boucles qui font très bien pour prédire une profondeur d'anesthésie seront intégrées. Elles sont déjà utilisées à Foch. Elles peuvent encore s'améliorer significativement. Et certains robots d'anesthésie qui vont être abordés après ont été développés et probablement qu'ils font très bien, mais ils ont rencontré un écueil
qui s'appellent les anesthésistes, qui leur ont dit « Vous êtes bien gentils avec ces robots, mais s'il vous plaît, là c'est mon travail que vous êtes en train de m'enlever, donc rangez-les. » Donc pour personnaliser l'anesthésie, je pense qu'il n'y a pas que les dispositifs, et je remets un peu d'humanité dans la chose, et je crois que c'est une interaction avec un patient avant tout, c'est une relation de confiance qui doit s'établir. Alors si on était aidé par des bons outils qui nous permettent de le faire dans des conditions d'ultra-sécurité pour lui, c'est bien, mais je crois que déjà parler avec de la communication positive sur un patient et l'apaiser, c'est beaucoup. En tout cas, c'est ce qu'on peut faire. Et pour conclure, je conclurai à peu près comme tu as conclu, c'est que les ordinateurs ne sont pas intelligents. Toute ingéniosité du chercheur en intelligence artificielle consiste à nous le faire croire, et c'est eux qui le sont. Et que pour l'instant, ce qu'on peut personnaliser en pratique, aujourd'hui, 2024, c'est uniquement la profondeur d'anesthésie. Je vous remercie.